Bonjour à tous et bienvenue sur ce rétexte du groupe de pilotage Citoyenneté Esprit Critique que nous pilotons avec le Clémy. Je suis Guillaume Chiquel de la DGESCO et Virginie Sassoun du Clémy se présentera tout à l'heure. Et avant de laisser présenter les interventions, je vais juste présenter rapidement le groupe de pilotage qui concerne 14 cités éducatives sur tout le territoire. L'objectif est de créer des dynamiques de territoire autour de nos thématiques, citoyenneté, esprit critique, sur différents sujets que nous avons sélectionnés avec le Clémy. Virginie les présentera ceux du Clémy tout à l'heure. Pour la DGESCO, nous sommes sur des sujets autour de l'esprit critique, l'esprit scientifique, autour de la laïcité, autour de la lutte contre les discriminations et l'accès au droit, puis autour de l'engagement. L'idée du groupe de pilotage est de créer des comités locaux autour d'acteurs choisis par les comités techniques, et puis peut-être de se greffer aussi à des groupes déjà existants. L'objectif de ces comités locaux est de dresser un inventaire des projets qui sont déjà très très nombreux sur ces thématiques-là, de proposer un accompagnement des cités localement, territoire par territoire, et puis aussi de faire des propositions, différents axes pour le Clémy qui seront présentés par Virginie tout à l'heure, et puis les axes de la DGESCO dont je viens de vous parler. L'idée ensuite, c'est de passer à une échelle, de l'échelle locale à une échelle nationale par des regroupements nationaux et puis par une synthèse que nous préparerons l'année prochaine. Je te laisse la parole, Virginie. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, comme l'a dit Guillaume, je vais présenter plus précisément les 4 axes du Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias, dont je suis directrice adjointe. Donc, nous avons 4 axes qui concernent l'éducation aux médias à l'information. Le premier, ce sont les ateliers de pensée critique qui sont conduits par la psychosociologue Joëlle Bordet. D'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer qu'elle intervient le 2 juin, Joëlle Bordet, dans le cadre des Printemps des cités éducatives, sur les conséquences de la crise sanitaire sur les acteurs des cités éducatives. Notre deuxième axe, il concerne la création et l'accompagnement des médias scolaires. C'est un axe qu'on développe avec Radio France, mais aussi des médias locaux. Et le troisième et quatrième axe dont nous allons parler aujourd'hui en faisant le choix de valoriser les actions de terrain concerne la parentalité numérique, et des stages d'éducation aux médias pour les élèves de troisième qui n'en auraient pas trouvé. Donc, comme le disait Guillaume, cette expérimentation sur ces 4 axes va se déployer sur 14 cités éducatives pendant 1 an. Et ensuite, nous avons vocation donc à essaimer et à modéliser cette expérimentation. J'en profite aussi pour annoncer que Thomas Roucher, qui est connecté probablement parmi vous, est la personne qui va prendre le relais du côté du Clémy pour piloter cette action. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Édouard Zambeau, qui est co-directeur de la zone d'expression prioritaire, et à Patricia Hamel, qui est coordinatrice REP+, et qui ont mené ensemble une expérimentation de stage en éducation média à l'information au sein du collège Condorcet de Nîmes. Cette expérimentation a la vocation à se développer dans 4 autres cités: Aulnay-sous-Bois, Chenôve, Grenoble, Échirolles et Lens. Et une fois que Édouard et Patricia auront présenté cette expérimentation, on laissera la parole à Séverine Poncé-Olivier, qui est coordonnatrice académique du Clémy Versailles et qui est impliquée sur le développement de plusieurs projets, notamment sur la cité Grigny, dont elle parlera plus précisément. Alors vraiment, nous, cet échange, on le conçoit comme interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a Stéphanie qui est là avec nous pour répondre à vos questions, nous les transférer. On espère vraiment que vous en aurez des questions ou des commentaires. On se fera vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et voilà, je le répète, c'est vraiment le choix que nous avons fait avec Guillaume de la DGESCO et moi-même, c'est de valoriser ce qui se passe sur le terrain, d'avoir vraiment matière à pouvoir échanger là-dessus. Donc, je laisse tout de suite la parole à Édouard Zambeau de la ZEP et à Patricia Hamel de la cité de Nîmes. Édouard, Patricia, à vous les micros.
Pour moi, mon micro est... C'est bon, c'est parfait. C'est bon là, le micro? Bon, désolé. En 2 mots, la ZEP est une association loi 1901 qui a été créée par 2 journalistes, Emmanuel Vaillant et moi. Lui vient du groupe L'Étudiant et moi de Radio France, de France Inter précisément. On a pour intention avec la ZEP, on fait à peu près 500 ateliers d'écriture par an en ce moment, d'accompagner les jeunes, les scolaires, dans des narrations, dans des récits à la première personne. Ça, c'est le cœur de l'activité. On a réfléchi en début d'année avec Virginie Duclémy en se demandant est-ce qu'on pourrait pas essayer d'inventer quelque chose pour les élèves de troisième qui, d'abord, en général, ont parfois du mal à trouver des stages. Et en plus, avec la pandémie, on avait encore plus cette année. De cette réflexion à livre ouvert qu'on a menée voilà, au moment où on s'est posé cette question, est née l'idée de faire un vrai stage pour que ces élèves aient la possibilité d'avoir leur attestation de stage et qu'ils ne soient pas exclus de ce dispositif, mais en se disant que ce serait plus simple de déplacer le stage à l'intérieur de leur collège et donc de fabriquer, d'installer en quelque sorte une rédaction symbolique dans les murs du collège. Une rédaction dont l'objet serait double. Le matin, en gros, de les mener sur ce qui est notre cœur de métier, à savoir l'écriture, faire des ateliers d'écriture au sens propre, d'écriture journalistique, s'entend, hein. Et puis d'aborder les autres demi-journées, un programme un peu plus académique, entre guillemets, d'éducation aux médias, avec un travail sur la revue de presse, un travail sur la critique médiatique, un décryptage des différents genres journalistiques. Voilà, donc on a élaboré ce dispositif qui a été expérimenté pour l'instant une fois en partenariat avec le collège Condorcet, enfin la cité éducative Condorcet à Nîmes. C'est évidemment la journaliste qui a mené ce stage qui aurait été la plus appropriée pour vous le raconter, mais malheureusement elle est en reportage aujourd'hui, donc je fais sa doublure en quelque sorte. Je pourrais néanmoins répondre à vos questions parce que c'est moi qui me suis occupé avec Virginie d'essayer d'imaginer le contenu pédagogique, le déroulé de ce stage, mais je vais évidemment d'abord laisser à Patricia Hamel le soin de peut-être expliquer comment ça s'est passé parce qu'elle était ultra présente et c'était d'ailleurs très précieux la présence de quelqu'un aussi investi qu'elle en continu pratiquement sur toute la durée du stage. Patricia, à toi. Merci Edouard, merci Virginie. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis donc Patricia Hamel, la coordonnatrice du REP+, du réseau d'éducation prioritaire, dans lequel qui se trouve dans la cité éducative de Nîmes. Effectivement, j'ai eu connaissance de ces 4 axes évoqués par Virginie et notamment de la possibilité d'offrir à certains de nos élèves un stage dans ce domaine-là, d'autant plus cette année qui a été particulièrement compliqué pour trouver des stages pour certains d'entre eux. J'ai un peu sauté sur l'occasion et on a pu organiser tout cela au mois de janvier sur la semaine qui était stage. 12 élèves ont pu Alors, on t'entend très mal, Patricia. Qui me permet. Est-ce que c'est suffisant comme ça? Ah oui, on t'entend mieux là. D'accord, donc je parle plus fort. Donc voilà, ce stage de troisième avec la zone d'expression prioritaire s'est déroulé en janvier. 12 élèves de troisième ont pu en profiter. Ils ont travaillé avec une journaliste de la ZEP donc, qui s'appelle Agathe Baudouin, qui est une locale, hein, qui est nîmoise. Ça a été quelque chose de très favorisant, évidemment. Et ce stage a été organisé au sein du collège. Donc, comme le disait Édouard, le travail est construit au centre du travail de la semaine. Les élèves ont fait ce travail personnel d'écriture, d'une écriture narrative, d'un récit média finalement, comme vous en trouvez régulièrement publié sur le site de la ZEP, écrit par des jeunes, sur des sujets que chacun d'entre eux et d'entre elles ont pu choisir. Donc ça, c'était vraiment le gros travail, tous les matins, un travail d'écriture, de réécriture accompagné par la journaliste. Ils ont pu là expérimenter la puissance des mots, la précision nécessaire
pour décrire le monde, leur monde tout en nuances, évidemment, leurs émotions. Et expérimenter cette technique d'écriture a été, à mon sens, vraiment, vraiment particulièrement fort et fondateur pour eux en troisième. À côté de ça, s'organiser, bien entendu, c'était pas toute la journée, mais sur les autres demi-journées, d'autres temps d'atelier. Quotidiennement, la revue de presse du jour, la conférence de rédaction quand il s'agissait de se mettre d'accord sur des articles plus collectifs. Il y a eu également la visite d'un média et des ateliers un peu plus ludiques de jeux de rôle pour fabriquer l'info, pour faire face aux fake news. Il y a eu de la recherche et ils ont pu ainsi expérimenter diverses facettes de tout ce que comprend l'éducation aux médias. Donc, j'aimerais vous présenter quelques photographies qui viennent documenter un petit peu ce qu'on raconte là. C'est de la rédaction provisoire éphémère installée au collège. Donc, c'est la salle informatique du collège, tout simplement, qu'on avait mobilisée toute la semaine pour ce travail. Et on les voit bien à l'œuvre. Là, ils sont à ce moment-là, c'est le matin, ils sont à ce moment-là sur leur écriture personnelle. Et on aperçoit tout au fond, auprès d'une élève, la journaliste, qui, elle, va passer tour à tour près de chacune pour les accompagner dans ce travail assez puissant de récit finalement intime, bien sûr. Peut-être, Un autre Patricia, moment, oui. Peut-être, Patricia, si tu me Oui. permets, je vais juste donner une petite précision. La zone d'expression prioritaire est une association, comme je vous l'ai dit, dont le métier est de faire des ateliers d'écriture, mais la ZEP est aussi un média soutenu par la commission de la carte des journalistes professionnels. Le site de la ZEP est donc un média électronique, au même titre que les agences de presse. Et la ZEP travaille avec un certain nombre de médias nationaux et régionaux qui reprennent et qui publient les témoignages qui sont écrits dans le cadre des ateliers d'écriture. On travaille par exemple avec Libération, avec Ouest France, avec Le Monde Campus, avec Combini, avec le HuffPost, avec un certain nombre de médias grand public qui donnent une visibilité à ces narrations, ces récits qui sont écrits dans le cadre des ateliers d'écriture. Et de mémoire, j'ai pas regardé parce qu'en plus, pour ne rien vous cacher, on a déménagé ce matin, donc c'est un peu la pagaille à la ZEP, mais je crois que sur les 12 récits qui ont été faits dans le cadre de cette semaine d'écriture, 6 ont été publiés, si ma mémoire est bonne. Merci de le préciser, Edouard. Effectivement, ce qui... Oui. Non, à toi, Patricia, pardon. Merci de le préciser. C'était quelque chose qui, évidemment, nos élèves, cet enjeu de publication, au final, qui, quand on fait un scout, participer à ces travaux-là, c'est l'idée d'être diffusé, évidemment, parce que l'information se fabrique, se diffuse. Voilà, donc ici, c'était le midi libre avec une rencontre avec la chef d'agence qui a pu les recevoir et finalement, c'est un appareil, on a pu découvrir comment était fabriqué un journal de presse écrite. Et c'est vrai que c'est là aussi un moment assez fort. Ils se sont vraiment sentis intéressés par ces choses-là parce qu'ils ont pu ensuite un petit peu voir les coulisses et d'autres postes dans le journal. Et c'était un moment aussi très important de la semaine, je pense assez incontournable. Pouvoir aller au contact de journalistes en action, à l'œuvre, avec toute la temporalité qu'on connaît dans ce métier-là. Il y avait beaucoup de moments aussi de collectif. Donc on parle beaucoup de cette écriture de récits personnels, mais effectivement les moments de collectif, d'échange, d'argumentation, choix dans l'écriture et notamment dans l'écriture médiatique. Ici, on a des échanges assez animés sur la relecture collective d'un article qui relatait tout simplement pour le journal du collège cette visite. Et donc, on a pu, vraiment, ils ont pu expérimenter une tournure à une autre, de telle information prioritaire à l'autre, etc. Et collectivement, je pense vraiment que là, ils ont pu cerner un petit peu les contours de tout ce que recouvre d'une certaine partie ce que recouvre ce travail d'écriture en fonction de l'intention qu'a la personne qui destine un message informatif.
c'était des moments assez intenses. Bon, c'est vrai, Agathe, la journaliste, a su vraiment aussi créer une ambiance assez professionnelle finalement dans cette rédaction et avec cette équipe de 12 qui les a mis en confiance et qui les a fait, j'ai l'impression, grandir un petit peu, aller vers quelque chose d'assez sérieux, tout en étant dans une très bonne ambiance, mais avec une vraie prise de conscience du rôle qu'ils ont à jouer et de l'impact que peuvent avoir leurs mots. Et je crois que là, c'était une véritable réussite aussi pour ça. Patricia? Patricia? Peut-être juste préciser que les articles qu'on leur propose d'écrire, c'est... On a un petit problème de connexion avec Patricia. Vas-y, Edouard. Ouais. Peut-être préciser que les articles que les jeunes écrivent, c'est eux qui décident. Il ne s'agit pas de les faire jouer aux bébés journalistes en leur faisant raconter quelque chose qui leur est extérieur. On a résolument à la ZEP pris le parti pris de faire écrire... Edouard, je te laisse la parole. Pardon? Vas-y, Edouard, moi, là? continue. Ouais. Non, je pense que c'est Patricia qui a un souci de connexion. Patricia, si tu nous entends, essaye peut-être de te reconnecter ou de te connecter Elle vient de se reconnecter. à ton téléphone. Ok, super. Elle vient de se reconnecter. Vas-y, Edouard. Je la vois. Alors, je ne sais pas où j'en étais. Je disais que résolument, on ne veut pas faire jouer aux bébés journalistes et faire écrire les jeunes sur quelque chose qui serait totalement en dehors de la réalité. On a vraiment adopté le parti pris de les faire écrire sur eux pour deux raisons. La première, c'est que ça les oblige à se confronter à un récit qu'ils connaissent et donc à la manière dont on peut mettre en forme un récit qu'on connaît. Ça leur pose aussi la question de ce qu'ils veulent dire et de ce qu'ils ne veulent pas dire, de la responsabilité de se raconter. Et donc on est dans un exercice qui est assez quand même, enfin qui est aussi intime en termes d'écriture, mais qui nous permet de valoriser aussi l'histoire dont ils sont porteurs, puisque le point de départ à la ZEP, c'est de leur dire nous sommes sûrs que vous avez quelque chose à dire et nous sommes là pour vous aider à le faire. Et toutes vos histoires, vous allez vous en rendre compte, chacune de vos histoires individuelles, aussi petites, aussi microscopiques vous semble-t-elle, aussi anecdotique, raconte plus que cette petite histoire. Vous êtes tous porteurs d'une partie de la vie de votre quartier, de la vie de votre génération. Et c'est ça qu'on va essayer, et c'est ça qu'on demande aux journalistes, à travers ces conférences de rédaction, d'identifier comment est-ce qu'un sujet intime va nous éclairer, nous, lecteurs ou auditeurs, quand on fait de la radio, sur une réalité, sur la réalité de ses élèves. Et donc, ils sont à la fois les producteurs et les détenteurs de l'information. Ils nous racontent quelque chose d'eux, qui nous éclaire sur eux. Et on est très attaché à ça, à la ZEP, parce que on pense que c'est pas une bonne idée de prendre des collégiens et de leur faire singer des journalistes où ils reproduiraient les codes, les tics d'une écriture médiatique dont ils sont d'ailleurs assez souvent très critiques. Donc on a vraiment décidé de faire ce pas de côté-là, et en se disant que le matériau journalistique, c'était eux. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à penser que ce matériau, on n'est pas les seuls à penser que ce matériau a une valeur journalistique, parce que si ça n'était pas le cas, ni Libération, ni le HuffPost, ni Combini, ni Ouest France ne nous demanderaient la possibilité de reproduire ces témoignages. Oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Effectivement, au niveau des bienfaits sur les élèves ressentis par eux, parce qu'on en a parlé lors du bilan, je continuerai tout à l'heure à montrer les quelques photos qui restent. Cette meilleure connaissance du monde par l'écriture de soi, finalement, cette meilleure connaissance de soi, ils ont exprimé très clairement lors du bilan que nous avons fait que c'était quelque chose qui leur avait fait clairement beaucoup de bien, qui leur avait leur permis de se sentir mieux, de pouvoir dire certaines choses, et que ces choses-là
qu'ils aient pu être accompagnés pour les dire d'une telle manière que ça soit, que ça prenne réellement l'importance que ça, voilà. Et c'était un petit peu difficile pour eux d'exprimer tout ça assez clairement. Moi, je pense qu'en termes d'investissement, d'engagement, on a affaire à quelque chose qui vient soutenir ce qu'il peut y avoir de naturel, quoi, voilà, dans l'importance qu'on a et l'importance de se dire au monde. Donc, je trouve vraiment que le dispositif prévu par la ZEP, en plus de tous les enjeux d'éducation aux médias qu'on connaît, a ces effets-là et ça marche vraiment très très bien. On a des élèves qui nous en ont reparlé, qui en parlent souvent. On a bientôt les oraux du brevet là. J'espère que beaucoup d'entre eux vont choisir de parler de cette expérience et je pourrais vous en dire davantage après. Mais ils sont en train de préparer leur présentation et ça leur a fait, ça aura sans doute laissé une trace importante dans leur parcours. Donc, pour revenir à ce bilan, voilà, ils ont pu faire à la fin de leur semaine effectivement un bilan de fin stage, bon, qui s'est effectivement tenu en visio, comme vous pouvez le voir, imaginez, qui était un moment important. Ils ont vraiment beaucoup de choses à dire, à exprimer. Ils ont bien compris qu'ils en avaient le pouvoir en plus, donc c'était assez intéressant aussi pour eux de vivre ça et de se rendre compte aussi de l'ampleur de cette action au niveau au-delà des murs du collège, au-delà de la ville. Puis ensuite, c'est en suivi les publications, effectivement. Je n'ai pris un exemple sur le site de la ZEP. C'était l'objectif hein, pour certains textes. Après, avec voilà. Ici, c'est le texte écrit par une de nos élèves. Enfin, le début, hein, j'ai fait une capture d'écran. Une élève plurilingue, du coup, qui explique son rôle dans la famille quant à l'usage de toutes ces langues qu'elle pratique. Et c'est là-dessus qu'elle a pu écrire pendant toute la semaine et qu'elle a pu faire passer un message qui, c'est vrai, a véritablement de l'importance. Je cherche à sortir. Hop. Merci beaucoup, Donc, Patricia. Tu veux... Vas-y, vas-y. Non, pour finir, enfin moi je reste sur quand même une impression assez positive. Les élèves aussi, leurs professeurs aussi. Alors j'ai pas été toute seule à les accompagner avec la journaliste hein, et aussi ma collègue professeure documentaliste. Puis on a eu des visites effectivement de professeurs à certains moments, de leurs professeurs, de professeurs principaux, professeurs de français, de CPE. Madame la principale est également passée à certains moments dans les ateliers pour voir ce qui s'y passait, pour prendre contact. Donc c'est quelque chose de très ouvert et qui a vraiment apporté une sorte de vie professionnelle dans le collège, c'est vrai, sans pour autant jouer au journaliste, mais avec l'importance que ça a. Voilà, c'était un bon moment. Et pour rebondir sur ce que pour rebondir sur ce que dit Patricia en termes de méthodologie, il y a quelque chose qui a été très précieux chez vous à Nîmes, c'est que vous avez en quelque sorte sanctuarisé cet espace jusqu'à décaler l'horaire d'arrivée des élèves, de leur allouer une salle dédiée pour toute la semaine. Et donc, effectivement, Agathe a pu déployer la construction d'un espace dans une temporalité un petit peu différente de celle du collège. Et que tout ça, c'est assez anecdotique, mais ça participe de ces ingrédients souterrains qui font que la mayonnaise a pris en fait à Condorcet, parce que les élèves se sont rendus compte qu'ils étaient, même s'ils étaient dans les murs du collège pour les raisons sanitaires qu'on connaît tous, ils étaient dans un autre dispositif que le dispositif habituel. Oui, c'est vrai. C'était pour, oui, voilà, pour rendre un petit peu symbolique les choses, effectivement. Et peut-être que dans d'autres circonstances, le même type de stage pourrait se tenir dans le collège, mais pas tout le temps, dans d'autres lieux,
pour aussi marquer l'idée de stage. Enfin, tout est envisageable et tout peut se repenser, j'imagine, en fonction des possibilités locales et puis des préférences, parce que c'est quand même, tout ça a été un travail préparé avec effectivement avec la ZEP, avec Agathe, avec Virginie. Ça a été des petites choses auxquelles nous avons pensé pour rendre ce moment assez pratique. Effectivement, il faut évacuer certaines questions un petit peu d'organisation, mais une fois que ça est fait au niveau du contenu, c'est vraiment ça marche très très bien. Oui, ça a super bien marché. C'était le premier, donc il y avait cette valeur aussi d'expérimentation dans l'expérimentation. Et si les pilotes des cités ou certains acteurs qui sont connectés, qui nous écoutent, voilà, se posent des questions, on est évidemment à leur disposition pour leur répondre. Et comme l'a rappelé Édouard et Patricia, c'est une co-construction, donc c'est vraiment l'idée de répondre sur le temps d'une semaine aussi aux besoins des élèves, aux besoins des enseignants, et avec une situation sanitaire qui s'améliore, il est tout à fait aussi possible de repenser certains temps plus tournés vers l'extérieur, puisqu'il y a eu aussi ce retour des élèves à la fin où ils sont très en demande de sortir aussi de l'établissement scolaire. Alors là, il y a eu des visites malgré le contexte, mais cette dimension visite et aller sur le terrain pourra tout à fait être aussi adaptée et accentuée pour d'autres stages qui sont en train d'être construits avec l'équipe de la ZEP qui c'est une expérience qui est très qualitative puisqu'il y a quand même un journaliste qui vient pendant une semaine. C'est pas rien. C'est aussi la mobilisation de toute l'équipe des enseignants, donc c'est quand même une expérience extrêmement riche aussi pour les élèves. Je ne sais pas, Stéphanie, si on a des questions dans le chat ou des commentaires. Non, pour l'instant, rien du tout. Donc, nous vous encourageons à nous poser des questions. N'hésitez pas. Ah si, attends, pardon. J'avais pas vu, en fait, une question qui vient juste d'arriver de Sandrine Monchicourt. Comment cadrez-vous la consigne d'écriture concernant l'adresse? À qui choisissent-ils de s'adresser pour parler d'eux et adopter la tonalité qui en découle? Donc, une question d'écriture. Je laisse Édouard répondre. C'est pour Édouard. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à des lecteurs qui ne connaissent pas, puisque l'enjeu est d'arriver à un texte qui soit qualitativement publiable, avec des critères professionnels. On ne publie pas les choses pour leur faire plaisir. Chacun aboutit et finit son texte. Ensuite, on leur dit, et le jeu est très clair dès le début, que nous ne publierons pas tous les textes. Enfin, ça peut arriver, mais ça reste sur un critère de rédacteur en chef. Enfin de qualité. Donc il faut que le papier recèle, ce que je disais tout à l'heure, recèle des informations, que ça ne soit pas simplement quelque chose d'anecdotique, mais que cette histoire nous éclaire sur une dimension un peu supérieure à la simple narration d'une histoire. Ça n'est pas « Il était une fois ». Mais par exemple, si un jeune a envie de parler de l'enclavement de son quartier, je prends un exemple au hasard, on peut très bien imaginer avec lui de raconter cet enclavement à travers un voyage en bus. Un voyage quotidien ou un voyage extraordinaire ou un voyage quand il va faire les courses le week-end. Voilà, d'essayer d'identifier le boulot du journaliste et d'essayer d'identifier quel est entre guillemets, pour prendre un jargon un peu technique, quel pourrait être le véhicule narratif sur lequel on va s'appuyer pour que cette histoire, effectivement, intéresse le plus grand nombre et révèle, informe sur une réalité. Mais ça peut être aussi un texte sur les codes amoureux de ces jeunes garçons et jeunes filles qui nous échappent beaucoup à nous qui sommes un peu plus vieux qu'eux, à peine, mais un petit peu quand même. Voilà, ça peut être une utilisation des réseaux sociaux, ça peut être... Ils sont aussi... Enfin, nous les considérons aussi comme des experts d'usage de leur génération et de leur environnement. Ils ont des choses à nous apprendre, à nous raconter sur ce qu'ils vivent. Ça peut être évidemment la vie du quartier. Il y avait eu un texte à Nîmes sur le quartier. Voilà, c'est toutes ces choses. Ensuite, nous, notre accompagnement à l'écriture est de donner une forme journalistique. Une forme journalistique, ça veut dire qu'il va y avoir une attaque, ça veut dire qu'on va faire avec des phrases courtes, ça veut dire qu'on va se poser la question de la lisibilité, ça veut dire qu'effectivement, on va se demander si on apporte et si on apprend quelque chose à nos lecteurs. Et puis ensuite, ça va être
tout un travail et qui est très intéressant à mener avec ces adolescents sur la qualification des choses. Parce qu'effectivement, très souvent, ils nous disent que cette chose est normale. Normal, ça ne veut rien dire. Donc, comment est-ce qu'on peut qualifier quelque chose qui est grand? Qu'est-ce que ça veut dire grand par rapport à quoi? Donc, on les emmène à essayer à les pousser vers une écriture un petit peu plus métaphorique, allégorique, qui nous éclaire aussi sur eux. Voilà, donc on tire comme ça ces ficelles au fur et à mesure des relectures pour essayer de les amener à l'élaboration d'un texte qui soit le plus fidèle évidemment à leur histoire et le plus efficace dans sa narration jusqu'à un choix de titre, etc., etc. Mais c'est purement un exercice, c'est de l'éducation aux médias par le faire, si vous voulez, quoi. Mais c'est la rédaction d'un article. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci Edouard. Est-ce que Stéphanie, tu as d'autres commentaires, d'autres questions dans le chat? Non, pour l'instant rien. Ok, en tout cas, si c'est pas de manière synchrone maintenant, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos questions sur ce dispositif des stages en éducation média pour les élèves de 3e. Je vois que Stéphanie a peut-être une question qui nous est arrivée. Oui, elles arrivent toujours au moment où je ne m'y attends pas. Alors, là, vous avez merci de Sandrine Manchicourt, et Marjorie Fromentin nous demande si vous avez eu à faire face à des difficultés dans la mise en place et le déroulé de l'action, et si oui, lesquelles? Ça, c'est pour toi, Patricia. Non. Je ne vois pas. Non, mais l'important, je le disais un petit peu tout à l'heure, est de prendre le temps nécessaire à la préparation, c'est vrai. J'ai de la chance, moi, j'ai ce travail de coordonnatrice, mais c'est vrai que je n'ai pas d'élèves à des moments réguliers, donc j'ai pu participer à beaucoup de ces temps-là, ce qui, notamment au moment de l'accueil et de la sortie des élèves, et puis participer à certains de leurs ateliers. Je ne restais pas du tout toute la journée, mais c'est intéressant d'avoir quand même quelqu'un, un professeur documentaliste, quelqu'un qui serait intéressé, ou leur professeur qui, pendant la semaine de stage, ont un peu moins d'heures de cours, pour être là et présent en plus. Ça, il me semble que c'est quelque chose qui est aidant, en tout cas au moment du démarrage, à certains moments clés de la semaine. Je trouve ça intéressant, ce travail d'écriture qui s'échelonne sur une semaine condensée, cette idée de stage, parce que c'est là que certaines compétences vont vraiment être travaillées. Mais en termes de difficultés, ouais, non, de problèmes, il faut trouver une salle et des choses comme ça. Mais on avait bien jalonné sur l'aspect pratique. On n'a pas eu de problème. Et alors avec les élèves, par contre, pas du tout. Si c'est à ça que vous faites allusion, les élèves, on a connu une grande adhésion dès le départ, et au contraire, c'est eux qui étaient dynamiques dans l'action au fil du temps. C'était très joyeux et très sérieux. Je pense que ce que tu dis aussi, Patricia, c'est que ça nécessite une grande disponibilité aussi. Il y a eu une mobilisation et ça a évité certaines difficultés parce que voilà, tu as été disponible, Édouard et son équipe aussi, donc il y a eu une mobilisation forte qui a permis aussi, voilà, je pense que c'est peut-être la première condition pour éviter certaines difficultés. Édouard, je te laisse rebondir. Édouard, est-ce que tu es toujours parmi nous dans la connexion sur l'image? Tu t'es un petit peu frisé, mais on va attendre que Édouard rafraîchisse. Ah, tu es rafraîchi. Tu m'entends, Édouard? Tu nous entends? Je t'entends, mais je suis complètement frisé, non? C'est ça? Non, ça y est, tu es revenu. Ah, voilà. Alors, j'ai entendu, tu m'entends, Édouard, mais j'ai pas entendu avant. Non, j'ai vu que tu voulais peut-être apporter un complément à ce que Patricia disait, donc je te laisse l'apporter. Ouais, je voulais juste dire que l'investissement de l'équipe Condorcet permanente était quelque chose de précieux.
d'autant plus précieux, et c'est toujours une difficulté, qu'il faut que les profs arrivent un petit peu à se déporter dans ce genre de dispositif, parce que, par exemple, nous assurons de facto le rôle de secrétaire de rédaction. Nous nous arrêtons jamais, nous ne faisons jamais remarquer à un élève qu'il a fait des fautes d'orthographe ou des fautes de syntaxe. Ou on sort vraiment de ce cadre-là. On est vraiment sur la narration, la construction de ce récit. Et donc, effectivement, ça peut être parfois un petit peu déstabilisant pour des enseignants de nous voir agir. Et donc, il faut il faut bien organiser cette complémentarité. Et puis, ce pas de côté qu'il faut assumer les uns et les autres pendant la semaine. Je pense que les enseignants peuvent s'emparer d'un certain nombre de choses pour nourrir leur projet pédagogique à l'issue de ce travail-là, comme Patricia l'expliquait très bien. Mais il faut que pendant ce travail-là, par exemple, il faut qu'on puisse garantir à un jeune qui n'a pas envie de faire lire son texte à son enseignant qu'effectivement, on ne le fera pas lire à son enseignant. Donc de la liberté des deux côtés, liberté pédagogique d'adapter le programme de stage et liberté aussi de la ZEP et du contrat de confiance en fait qui se noue au début du stage avec les élèves. Voilà, d'avoir cette confidentialité et c'est un moment pour eux aussi de liberté, d'expérimentation personnelle. Donc c'est pas parce que ça se passe au collège que c'est un exercice forcément scolaire. Ben oui, parce que c'est très paralysant d'écrire avec une tête au-dessus de l'épaule, quoi. Surtout quand c'est une tête d'enseignant, si je puis dire. Donc, je pense que c'est très précieux aussi. Et en général, les élèves sont tellement fiers de montrer ce projet abouti et leur laisser le temps, en quelque sorte, de ciseler leur texte la semaine et le moment nécessaire, et finalement de faire aussi œuvre de patience et d'attendre leur rendu, comme, je veux dire, aucun journaliste ne fait lire sa copie en cours de rédaction, enfin, y compris dans une hiérarchie journalistique, on ne fait pas lire à son rédacteur en chef, on rend quelque chose. Après, ça va ou ça va pas, mais on rend. Et de les mettre dans cette logique du rendu, je pense, est précieux et utile pour eux. Stéphanie a encore une question, finalement, ça déferle. Je veux juste ajouter à ça, moi par exemple, vu que je travaille avec eux plutôt du côté enseignant, je n'ai lu les textes que de ceux qui ont voulu me les faire lire à la fin. Pendant le travail, ils n'avaient à faire hâte en fait pour ce travail de rédaction et d'accompagnement à la rédaction. Moi, cette confidentialité était très importante pour la fin seulement. Certains avaient envie de me le faire. Non pas, mais moi je vois bien que c'était. Pour leurs autres, c'est parfois anonymé, parfois pas du tout. Parfois, ils ont découvert sur le site de la ZEP. Mais c'est vrai que il y a cet enjeu-là plutôt personnel. C'est ce qui change effectivement. Mais ça fait vraiment partie des choses qu'on se dit au début en préparant. C'est pour ça que ce moment-là de préparation et d'entente sur les objectifs et sur les conditions est important. À partir de là, ça roule. Merci Patricia. On va peut-être prendre une dernière question avant de laisser la parole à Séverine Poncé-Olivier qui a aussi beaucoup de choses à nous raconter sur la parentalité numérique, notamment avec la cité de Grigny, des projets en cours de développement. Stéphanie ? Oui, alors tout d'abord, vous avez le merci de Marjorie Fromentin, mais vous avez aussi la question d'Edith Mout de la préfecture de l'Hérault. Bonjour, avez-vous refusé des jeunes pour ce stage? Et si oui, comment les avez-vous sélectionnés? Merci, c'est très intéressant. Alors, merci je pour peux peut-être cette question. Oui, vas-y, je te laisse sur Nîmes et je répondrai pour la suite sur le Clémy. D'accord. Ici à Nîmes, effectivement, on avait plus de 12 élèves sur les 2 classes en stage cette semaine-là qui n'avaient pas trouvé de stage, puisque c'était initialement aussi dans cet objectif. Donc, pour ma part, ce sont les professeurs principaux de ces classes-là qui ont parlé à leurs élèves et ce sont les élèves qui se sont montrés mobilisés a priori face à ce programme, et il y a une certaine appétence qui ont pu bénéficier, mais je suis pas, enfin c'était un groupe, ça a très très bien fonctionné comme ça, mais il y a toujours le fait de devoir peut-être choisir ou faire des choix. C'est quelque chose sur laquelle nous réfléchirons l'année prochaine, une chose sur laquelle on réfléchira en équipe pour savoir à qui destiner ce stage, si on doit encore faire des choix.
pour en avoir 12. Si Oui. je peux ajouter, il ne faut pas que ce Vas-y. soit un dispositif pour les bons élèves. Enfin, il ne faut pas que ce soit un dispositif que pour les bons élèves, en tout cas. Mais ce qui est tout à fait le cas à Nîmes, mais il faut voilà, parce que justement, l'enjeu de l'écriture, il est partagé par tous, et finalement, c'est aussi plus intéressant d'aller chercher des élèves qui sont plus en difficulté et qui trouvent une dimension ludique dans cet exercice qui peut aussi les débloquer et leur faire franchir un pas vers... Enfin, écrire, ça émancipe, quoi. Hein. C'est le premier exercice de sa liberté, c'est de se raconter soi-même. C'est aussi ça, quand même, le projet qu'il y a derrière. Et que d'être capable de se raconter soi-même, voilà, c'est être capable de désamorcer des situations de violence, c'est être capable de ne pas se sentir dévalorisé, c'est toute la construction citoyenne qu'il y a derrière, qui évidemment est très importante dans ce dispositif. Et pour boucler avec vos deux réponses, c'est comme je le disais au début, c'est vraiment une expérimentation. Donc, on va devoir faire des choix encore sur 4 autres cités qui ont été présélectionnées en accord avec l'équipe de la ZEP. Il y aura des choix qui vont être faits, mais vraiment notre objectif, c'est de pouvoir modéliser quelque chose pour essaimer suite à la première année d'expérimentation, et que ce dispositif puisse bénéficier aussi à un maximum d'élèves qui font partie des élèves de troisième, comme on l'a indiqué, et de pouvoir élargir évidemment ce dispositif, parce que là pour le moment c'est beaucoup de tests, donc beaucoup de choix aussi, pour essayer aussi à la fin de notre expérimentation de pouvoir proposer à l'ensemble des réseaux des cités éducatives des prérequis, des conclusions, un retour réflexif aussi sur cette expérience. En tout cas, merci beaucoup, Édouard et Patricia, pour votre présence, pour votre témoignage. Merci aux personnes dans le chat qui sont connectées pour leurs questions. Je vais maintenant laisser la parole à Séverine Poncet-Olivier, qui est coordinatrice académique du Clémy Versailles, et qui va pouvoir évoquer les nombreux projets et peut-être faire des choix encore à nouveau, parce qu'il faut aussi faire des choix. On va pas pouvoir parler de tout, des projets qu'elle développe sur la cité de Grigny. Oui, bonjour tout le monde. Donc effectivement, moi je suis la coordonnatrice du Clémy sur l'Académie de Versailles, et par ailleurs chargée de mission éducation aux médias et l'information auprès du rectorat. Et donc à ce titre, je suis plusieurs projets de cités éducatives sur l'Académie, parce qu'on en a beaucoup. Mais sur l'axe citoyenneté, éducation aux médias et à l'information, on a 4 cités éducatives qui ont souhaité s'engager un peu dans ce travail. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Grigny plus spécifiquement, qui a orienté son projet, enfin une partie de son projet, sur la parentalité numérique, et en tout cas l'éducation à la citoyenneté numérique. Mais on a aussi d'autres cités éducatives qui travaillent sur l'axe de la création de médias, sur les ateliers d'esprit critique, et puis aussi sur la formation des enseignants à l'EMI. Donc Grigny, quand on a lancé un peu un appel pour savoir qui était intéressé par ce sujet, Grigny est assez vite venu vers moi avec une préoccupation qui est ressortie tout de suite assez vite sur la question de l'usage des écrans. Parce que on avait les enseignants qui s'interrogeaient pas mal sur leur rôle à eux, leur place dans l'accompagnement des jeunes, dans le rapport à l'information, aux réseaux sociaux, la consommation de vidéos, et qui se sentaient pas spécialement outillés. Et puis un constat aussi des enseignants de maternelle, que les enfants de plus en plus jeunes étaient soumis à toutes sortes d'écrans, et que les enseignants constataient une perte de contrôle en fait assez rapide des parents en termes d'autorité, de gestion de l'usage des écrans. Et ils ont constaté aussi que du coup les parents étaient assez démunis finalement pour agir. Ils se laissaient un petit peu pris dans une espèce de spirale dont ils ne savaient plus sortir. Alors Grigny a ce site particulier que c'est une cité éducative qui concerne toute la ville,
C'est une ville de 30 000 habitants, je crois, quelque chose comme ça, avec un taux de pauvreté qui est assez fort. Enfin voilà, pour vous dresser le bilan. Et je crois même que Grigny en fait est à l'origine du dispositif cité éducative. Il me semble qu'il y avait ils avaient mené une première expérimentation à Grigny pour lancer un peu ce projet de cité éducative. Donc en fait, c'est toutes les actions qu'entreprend la cité éducative de Grigny concernent toutes les écoles et tous les collèges de la ville. Donc ça fait du monde. C'est une population assez jeune à Grigny, donc ça fait du monde. Donc voilà, on a travaillé ensemble avec les partenaires de l'éducation nationale, puis ensuite le partenaire mairie, sur finalement cette impression qui émergeait, le rapport aux écrans des très jeunes enfants, 0-6 ans. C'est-à-dire comment gérer ça avec des enfants scolarisés en maternelle, donc jusqu'à 6 ans, de 3-6 ans, mais également comment gérer ça avec les très jeunes enfants que les maîtresses voient arriver dans des poussettes, les mamans qui accompagnent leurs enfants le matin, avec déjà un téléphone dans la main à 0, 1 an, 2 ans. Donc on a travaillé sur plusieurs axes. Donc on n'a encore rien fait parce que le temps de l'éducation nationale est très très long. Donc cette année, c'était vraiment une année de mise à plat des constats et de préparation de ce qu'on allait pouvoir mettre en place à la rentrée. Donc on a travaillé sur deux axes. Je vais réduire. Un axe formation des enseignants. Parce que l'idée, c'est de former le maximum d'enseignants, donc du premier et second degré, à une culture numérique en fait qui serait axée sur la connaissance des pratiques des jeunes sur les écrans en termes d'information, de divertissement, de les aider en fait à trouver des scénarios pédagogiques pour aiguiller les jeunes vers un peu plus d'esprit critique vis-à-vis des contenus, vers un usage maîtrisé du temps d'écran, et puis vers un usage globalement, comme on dit souvent, raisonné et raisonnable. Les enseignants sont assez peu formés sur cette question, donc on a organisé pour l'année prochaine une formation de masse pour les enseignants du premier degré qui sont en REP+, c'est-à-dire réseau d'éducation prioritaire renforcé, et puis les enseignants du second degré. Donc on peut réunir en fait plusieurs enseignants de collège pour aller les former spécifiquement sur ces questions avec des réponses à leurs problématiques propres sur leur terrain. Et puis parallèlement, donc c'est développer l'idée d'agir en direction des parents. Nous au Clémy, c'est vrai qu'on forme plus spécifiquement les enseignants, mais le point de départ aussi de ce constat et de notre réflexion, c'était qu'il fallait absolument favoriser la coéducation, parce qu'on est dans un domaine où l'usage des écrans, c'est à l'école, hors de l'école, et que les enseignants tout seuls n'y arriveront pas. Les parents, ils peuvent être démunis, peu ou mal informés sur ces sujets. Donc il faut essayer d'intégrer le maximum d'adultes au contact des enfants à cette réflexion. Donc on a réfléchi vers les parents, mais on a aussi cherché des moyens d'intégrer les animateurs du périscolaire, les animateurs de structures qui accueillent les jeunes, les moins jeunes, les 12-17, les animateurs de structures sportives. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment d'essayer de toucher le maximum de parents à cette de leur fournir ces éléments, en tout cas de réflexion, d'aide, de conseil. Donc on est parti du programme la famille tout écran qui a été développé par le Clémy. Alors je vais tenter de partager un diaporama juste pour que ça serve de support à ce que je vais vous dire. Donc le projet de la famille tout écran, c'est un guide multiforme qui a pour objectif donc d'accompagner les familles dans l'utilisation des écrans. Donc il aborde 4 grandes thématiques que sont l'information, comment guider les jeunes en fait dans un univers où l'information est surabondante et la désinformation aussi, et dans lequel en fait on laisse souvent les enfants naviguer tout seuls. Donc
On explique aux parents que ces jeunes ont besoin de repères, ils peuvent pas construire tout seuls cet esprit critique vis-à-vis de l'information, qu'ils ont besoin de comprendre comment elle se fabrique, qu'ils ont besoin de connaître aussi ce que les techniques informatiques, j'appelle ça, mais tout ce qui est en jeu informatiquement derrière, qui va leur faire saisir le fait qu'en fait, le libre arbitre finalement dans leur façon de s'informer, ils en ont pas tant que ça, et que la technologie peut parfois et même souvent guider leur choix un peu à leur insu. Donc tout ça, voilà, on porte à leur connaissance tous ces sujets. On aborde évidemment toute la question des jeunes et des réseaux sociaux avec tous les enjeux en termes de liberté d'expression. Est-ce qu'on peut tout dire, tout publier? Quelles sont les limites du droit en termes d'expression? On aborde aussi les questions des données personnelles et du respect de la vie privée, notamment par la photo, les images. Le sujet de la maîtrise du temps dédié aux écrans est abordé, et ça souvent c'est une question qui interroge beaucoup les parents, et donc on les permet de réfléchir eux-mêmes en fait à leur propre comportement, leur propre consommation du numérique. On met en lien les questions de santé, notamment tout ce qui est sommeil, activité, et même développement des capacités motrices et cognitives. Et puis, on essaye d'apporter quelques conseils pour pouvoir réguler le temps d'écran. Et puis enfin, il y a une partie aussi du guide qui parle des images, violentes auxquelles les enfants sont soumis. Donc, ce qu'on constate, c'est que très souvent, les parents ne sont pas du tout informés de ce que font les enfants sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo, de ce qu'ils voient et de ce qu'ils peuvent entendre. Donc l'idée, c'est d'encourager les parents à parler avec leurs enfants de ce qu'ils font, de leur fréquentation des réseaux sociaux, et puis de leur proposer quelques petits outils pour dédramatiser ces situations, et surtout en fait de réinstaurer, alors c'est peut-être un peu un grand mot, mais de réinstaurer un peu une autorité parentale, c'est-à-dire de permettre aux parents de retrouver leur rôle entre l'enfant et l'écran en fait. C'est de voir ce qui peut être regardé avec les jeunes, d'en parler avec eux, vraiment de rétablir le dialogue, plus précisément. Donc ce programme existe sous des tas de formes, et ce qui était intéressant pour nous, parce qu'on a affaire à des familles qu'un guide peut un peu rebuter, puisqu'au départ on s'est dit on va distribuer des guides partout, on va en mettre à disposition dans les écoles, et en fait les enseignants très vite m'ont dit oui mais enfin un guide aussi bien écrit et illustré qu'il soit va pas être lu. On a des familles qui ont un rapport à l'écriture, voilà, et à la lecture qui est pas tout à fait engageant, enfin voilà. Donc on a aussi la famille tout écran sous format de petites séries télé. Donc il n'y a pas besoin de savoir lire, c'est très facilement accessible. Et du coup, ça nous a donné d'autres idées pour essayer de faire passer tous ces conseils. L'idée donc pour toucher les parents, ça a été tout de suite d'imaginer de former de proposer une éducation au numérique aux parents, en fait, en allant repérer des parents qui pourraient se faire le relais d'autres parents, puisque tout ce qui est en fait imposé, qui vient un peu d'en haut, voilà, on constate aussi que ça a un peu plus de mal à passer. Donc on s'est dit qu'en passant par le système un peu de pair à pair, de parents qui parlent aux parents, le message aurait plus de chances de passer, et puis peut-être qu'ils arriveraient à mieux redonner confiance aux parents dans leur rôle de parents, pour reprendre la main un petit peu par le dialogue, le partage d'informations. À l'occasion, voilà, de cafés parents par exemple, ou nous on appelait ça des cafés parents, mais des moments en tout cas où les parents se retrouveraient entre eux, mais sous la houlette d'un parent que nous allons former nous, enfin d'adultes que nous allons former nous, à mener ces moments d'échange et de discussion, afin qu'ils puissent parler plus librement, voilà, de toutes les situations
problématiques que peuvent poser l'usage des écrans. On a aussi, donc on en est actuellement au repérage, l'identification de ces adultes relais, pour lancer ça à la rentrée. On s'est aussi dit qu'il fallait aller chercher des parents qui étaient peu intéressés, puisque quand nous on propose des choses comme ça, des réunions, des rencontres, souvent ne viennent que les parents qui s'interrogent déjà un petit peu sur cette question. Et on s'est dit qu'il fallait aussi aller chercher des parents, même peut-être parfois réticents, les mettre face à ce sujet sans qu'ils aillent forcément le chercher. Donc on a eu l'idée qu'on va essayer de développer aussi, de créer une exposition itinérante à partir du guide de la famille tout écran, donc à créer totalement avec une approche simple, claire et surtout bienveillante et avec des conseils. Donc l'idée c'est de la proposer dans des écoles, les centres de loisirs, les médiathèques, voire les structures d'accueil de famille, les haltes garderies, les crèches, que sais-je, en tout cas dès le très jeune âge, qui puissent permettre aux parents de comprendre que d'une part c'est un sujet, l'usage des écrans c'est pas un non-sujet, il faut qu'ils comprennent que il y a des enjeux derrière et notamment de développement cognitif pour les tout petits, et que il y a des endroits pour en parler. Donc je sais pas, on va travailler sur cette expo, mais qu'ils sachent à qui s'adresser pour trouver des conseils et pouvoir parler de ce sujet. L'idée, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment d'associer le plus d'adultes possible. J'ai pas parlé des ATSEM aussi tout à l'heure, mais les ATSEM en maternelle aussi, les former à ces questions parce qu'elles ont aussi en charge les enfants dans des temps hors du temps scolaire. En tout cas, nous, la conclusion qu'on a eue de tous ces échanges, c'est qu'on doit être cohérent et surtout congruent, c'est-à-dire on doit vraiment tous avoir le même discours. Qu'on soit animateur, qu'on soit responsable d'une association sportive, qu'on soit ATSEM ou enseignant, avoir une même base de culture pour aider les enfants et les parents à trouver des réponses. Et puis, en formant les enseignants et des animateurs, on espère aussi que le discours, les actions qui vont être mises en place avec les enfants, dans des actions de jeu, de challenge, de débat, d'échange en classe ou avec des animateurs. Ça va aussi pouvoir diffuser vers les parents, rediffuser en fait, que les messages soient eux-mêmes porteurs de cette connaissance et de cette culture numérique et qu'ils la ramènent à la maison. Un peu comme il avait été fait, ou il est toujours fait d'ailleurs avec le tri sélectif, on apprend aux enfants à trier à l'école et finalement ils ramènent ces pratiques à la maison. Et donc que ça soit possiblement l'occasion d'échanger avec les parents, de dialoguer et qu'ils se rendent compte eux aussi qu'il y a quand même un sujet de vigilance quand on est utilisateur d'un écran. Voilà, alors j'arrête mon partage. Voilà. Donc le projet pour le moment il en est vraiment dans sa phase de construction parce qu'on il y a un gros travail de repérage et ça concerne beaucoup de monde, mais l'idée c'est vraiment que dès septembre on soit opérationnel et qu'on commence à lancer ces formations d'enseignants et d'adultes et qu'ensuite on mette en place ce relais de pair à pair. Voilà. Merci, un grand merci Séverine pour cette présentation. Et puis voilà, c'est vrai que le projet d'une exposition itinérante, c'est quelque chose qui est aussi très stimulant parce que ça peut justement, une fois qu'elle sera conçue, cette exposition, circuler dans l'ensemble du réseau des cités éducatives. Stéphanie, je vais te laisser la parole pour savoir s'il y a des questions, des commentaires. Alors, il y a un commentaire pour l'instant de Pascal Lafosse. Bonjour, dans un souci d'empowerment, désolé pour l'accent, il serait intéressant de faire fabriquer le guide par les parents eux-mêmes ou la prochaine expo pourrait être travaillée avec eux. Souvent, le processus est plus intéressant que le résultat lui-même de l'expo.
Alors absolument, c'est quelque chose auquel on a pensé. En fait, on y a pensé surtout par rapport aux collégiens pour créer l'expo. Donc c'est tout à fait, oui, c'est une direction qu'on a, ouais, dans laquelle on se dirige également, oui. Et pour compléter tes propos, Séverine, quand tu disais que l'idée, en fait, c'était aussi de pouvoir sensibiliser dans un cadre scolaire les enfants, les enseignants pour qu'ils ramènent des pratiques, des bonnes pratiques à la maison. Je me permets de signaler une affiche que le Clémy héberge sur son site, que vous pouvez télécharger bien sûr gratuitement, qui s'appelle Enfants et écran les bons gestes, qui est une affiche illustrée par Kim Consigny, qui est aussi dans cet univers famille tout écran et qui permet d'illustrer par des situations de la vie quotidienne voilà, les bons réflexes à avoir par rapport aux écrans, que ce soit d'éviter de laisser les enfants seuls, que ce soit de veiller au contenu, que ce soit de veiller au temps, aux lieux sur lesquels on utilise les écrans. Voilà, une série de conseils pratiques inspirés de la vie quotidienne. Stéphanie, est-ce que nous avons d'autres questions, d'autres commentaires? Une autre question, une question effectivement de Frédéric Touché. Avez-vous connaissance du dispositif Expo Quiz Débat qui s'appelle Éveiller l'esprit critique, parlons-en, et qui ouvre les enfants à l'esprit critique dans différentes situations de leur vie quotidienne, DGESCO, ANCT, CIPDR, Le Moutard. Et après, il y a une adresse mail pour en savoir plus, lemoutard-expo.fr. Alors moi non, je connais pas personnellement cette expo, mais je connais Le Moutard et leur production. Je vais noter et on va aller regarder ça. Merci. Je note aussi et on va regarder. Merci pour le partage de l'information. Stéphanie, est-ce que nous avons d'autres commentaires, d'autres questions? Pour l'instant, non, rien. Est-ce que Séverine, tu veux dire quelques mots des autres projets que tu vas développer dans les autres cités éducatives, peut-être pour ouvrir aussi et puis Alors oui, rapidement, on peut parler de Villiers-le-Bel, qui est aussi donc une cité éducative qui concerne toute la ville, là encore. Et donc eux se sont dirigés dans la création de médias scolaires. Donc pour le moment à l'échelle d'un collège, mais l'idée c'est de travailler avec les microfolies, qui donc un autre partenaire numérique, pour que tous les collèges et ensuite les écoles de la ville puissent participer. Donc c'est un peu dans le même esprit que ce qui a été évoqué précédemment avec la ZEP. Là c'est avec Radio France et le MOVE plus particulièrement, donc qui est la radio jeune de Radio France, qui accompagne les élèves dans la création de chroniques, de reportages, pareil, qui leur permet non seulement de s'intéresser à leur environnement proche, mais surtout de s'exprimer sur ce qu'ils ressentent, comment ils voient le monde. Et ça leur donne... enfin, tout ce qui a été dit avant est très juste. Hein. On constate que les jeunes ont l'impression d'avoir une place dans le débat citoyen, en fait. C'est parce que probablement ils ne la trouvent pas par ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui, le fait de leur laisser la liberté de s'exprimer sur des sujets qui les préoccupent, ça provoque vraiment chez eux, voilà, je prends ma part au débat, je m'exprime et j'existe. Ça c'est très intéressant, donc c'est ce qui est développé à Villiers-le-Bel. Et puis on a également Sarcelles, donc pareil, toute la ville en cité éducative, donc grosse ville, hein, Sarcelles. Et là, c'est le but, c'est là encore un peu comme à Grigny, hein, de travailler sur la citoyenneté numérique, mais dans un premier temps plus en direction des enseignants, pour leur permettre de travailler en classe avec leurs élèves, tous ces sujets d'usage des réseaux sociaux, d'esprit critique vis-à-vis de l'information. Voilà, donc ça pareil, c'est prévu pour l'année prochaine. Merci beaucoup Séverine. Stéphanie, est-ce que nous avons des commentaires ou des questions qui sont arrivées dans le chat?
Rien de nouveau, non, effectivement, sur ce thème. Je cherche en fait, parce que tout à l'heure il y avait une question que nous n'avons pas eu le temps de prendre, mais c'est sur l'intervention précédente. Je ne sais pas si ça t'a... Parce que sur cette intervention-ci, pour l'instant, oui, c'est tout ce qu'on a. d'accord. Très bien, mais on peut prendre peut-être l'intervention si moi je peux apporter une réponse à une question précédente qui a été posée. Alors, je vais la poser maintenant. Donc, de Sandrine Monchicourt, rebonjour. Quelles sont les interactions en jeu dans cette construction de récits individuels, interactions entre les jeunes, mais aussi interactions extérieures au groupe, point d'interrogation. Alors, c'est vrai que, oui, plutôt à Édouard et Patricia. Après, c'est vrai que le programme du stage tel qu'il a été conçu, il permet voilà, d'amener les élèves à interagir avec d'autres journalistes, aussi d'autres rédactions, puisqu'il y a des visites médias. Ils partent aussi en reportage sur le terrain. Donc l'enjeu de voilà, ces interactions, c'est la rencontre et c'est la possibilité aussi pour les jeunes de pouvoir rendre compte de ces rencontres en apprenant les codes de l'écriture journalistique pour et aussi des outils pour exprimer leur point de vue de manière argumentée, parce que c'est vrai que ce que disait Séverine est très juste. Quand on devient citoyen, quand on a l'impression qu'on arrive à prendre sa part dans le débat public, mais tout l'enjeu aussi, citoyen de l'éducation aux médias à l'information, c'est de pouvoir aussi donner ses connaissances sur le monde médiatique et aussi ses compétences pour pouvoir s'exprimer. Donc, je crois que l'enjeu de ces rencontres, il est in fine une éducation à la citoyenneté. Et enfin voilà, je rejoins les propos de Séverine, parce que même si c'est pas les mêmes axes, finalement les 4 axes que déploie le Clémy, ils partagent une vocation commune. Hein. Il y a évidemment dans les créations de médias scolaires, dans l'accompagnement à la création de médias pour les jeunes, par les jeunes, sur l'axe parentalité numérique, sur ces stages d'éducation média pour les élèves de 3e ou les ateliers de pensée critique qui vont être menés par Joël Bordet. Il y a cette idée voilà, de développer la citoyenneté et l'esprit critique des plus jeunes, et en étant aussi dans la rencontre, en sortant des murs de l'école, en associant les familles, les acteurs de la ville, les acteurs sociaux. Donc voilà, j'espère avoir répondu un petit peu à la question sur le fond, même si je ne doute pas que Édouard, s'il avait été présent, mais c'était le jour déménagement de la zone d'expression prioritaire de l'association aujourd'hui, donc la journée était chargée, mais aurait illustré ses propos dans le même sens. Je ne sais pas si Stéphanie, on a encore d'autres questions. On a une demande: où trouver les ressources de la famille Tout Écran? Alors, je te laisse répondre, Stéphanie, puisque étant en charge de la parentalité numérique maintenant au Clémy, je pense que tu es le mieux placé pour répondre à cette question. Alors, il faut aller sur le site du Clémy dans l'espace famille. C'est un onglet spécifique. Et là, vous avez accès à tout ce que le Clémy a mis en place autour de la famille, Tout Écran. Et, voilà. Et des ateliers aussi. Voilà. Et je me permets aussi de signaler que nous avons une BD, une bande dessinée sur l'hyperconnexion des préadolescents et des adolescents, qui est une BD que on peut faire parvenir en version papier, mais qui existe aussi en version numérique, et sur lequel nous avons un accompagnement pédagogique qui est destiné aux enseignants pour lancer des ateliers, des réflexions en classe, mais aussi un dossier qui a été conçu par Stéphanie pour les parents, destiné aux parents, et qui est une ressource qui pourra être très utile dans le cadre des ateliers de parentalité numérique menés dans le cadre des cités éducatives. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions ou commentaires. Alors, attendez. Non, en effet, on n'a plus rien. J'étais occupée à répondre à cette personne. Donc, non, en effet, il n'y a plus rien d'autre pour l'instant.
Ok, très bien. Bah, Séverine, est-ce que tu veux rajouter un petit mot, peut-être de conclusion avant la conclusion plus générale? Non, non, pas spécialement, si ce n'est que oui, allez consulter les ressources de la famille tout écran sur le Clémy parce que elles peuvent vous donner des idées possiblement. Voilà, c'est tout pour moi. Très bien. Ben merci encore. Je remercie euh, les cités éducatives pour l'organisation de ce printemps auquel on a été très très heureux de participer en exposant voilà des projets qui sont en cours, une expérimentation ambitieuse pour le Clémy, mais aussi pour la DGESCO, ambitieuse et complémentaire puisque comme Guillaume Jiquel l'a dit au départ, l'axe de la DGESCO concerne aussi la lutte contre le racisme, le sexisme, les LGBT-phobies, l'éducation au droit, des axes qui sont très très complémentaires à ceux que on développe du côté du Clémy. Pour nous, c'était intéressant aujourd'hui de vraiment valoriser à la fois académiques à travers Séverine, mais aussi les associations partenaires comme la zone d'expression prioritaire, mais aussi les personnes qui sont impliquées dans les cités éducatives comme Patricia Hamel, pour montrer que tout ça est effectivement une co-construction et que la manière dont on avance avec ces comités de pilotage locaux dans chaque cité, c'est vraiment pour répondre de manière très précise et sur mesure aux besoins qui sont exprimés, à la fois en mobilisant les ressources du Clémy national et l'équipe du Clémy national, mais aussi la richesse de notre réseau académique et l'expertise aussi qu'on a sur tout le territoire. Donc n'hésitez pas à nous poser d'autres questions par mail suite à cet échange. Si vous avez voilà, besoin d'informations complémentaires, on se fera vraiment un plaisir de vous répondre et de partager toutes les ressources qui peuvent être utiles en éducation aux médias à l'information. On a aussi le jeu Classe Investigation, qui est un jeu d'éducation média à l'information, le jeu Médiasphère, dont je sais que Séverine va utiliser également. Donc on n'a pas pu parler de toutes les ressources, mais en tout cas, on est voilà à votre disposition pour échanger sur ces ressources et ces actions en éducation média. S'il n'y a pas d'autres questions, on arrive à la fin de cet atelier. Donc, un grand merci Stéphanie d'avoir assuré la modération. C'est pas facile. Et aussi vous dire qu'on a hâte du prochain événement en présentiel parce que se rencontrer et pouvoir échanger en direct, ça sera nettement plus agréable. Mais voilà, on espère dans ces conditions distancielles d'avoir en tout cas pouvoir éclairer l'action du Clémy et de la DGESCO. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si ce n'est pas le cas, on va peut-être pouvoir... À la dernière seconde, j'ai 2 questions. D'accord. Alors, Sandrine Manchicourt, question qui me vient concernant les formations auprès des parents. Vu le contexte du distanciel qui s'est imposé, des formations proposées intègrent-elles un axe pédagogique du type apprendre à apprendre, voire enseigner à son enfant? Je voulais que je vous pose directement la deuxième question et après vous... Ou celle-ci d'abord, peut-être. Ah, il nous reste une minute. Okay. Alors, je réponds rapidement à celle-ci. Non, on est vraiment là sur de la culture numérique, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur que les parents comprennent les enjeux de l'utilisation des écrans. On n'est pas du tout sur de la pédagogie, apprendre à apprendre, motiver, etc. C'est pas, en tout cas, c'est pas l'axe de ce projet, mais il est sans doute travaillé par ailleurs et peut-être que ensuite le système de café parents pourra profiter à d'autres dispositifs de ce genre, ouais. Une fois qu'on aura identifié des parents relais. Et si on a 30 secondes pour la dernière question. Ah, je viens de répondre quelque chose, du coup. Je vous la lis. Vis-à-vis de l'esprit critique, on peut également penser de manière plus spécifique à la culture scientifique et technique. Des projets sont-ils envisagés à ce sujet? Ce que j'ai répondu, c'est que la DGESCO avait un axe sur le sujet. Oui, et puis le Clémy, oui. Et le Clémy, on a la fondation éducative aussi, oui.
Pardon, on se chevauche un peu, mais je vous invite à aller consulter les ressources sur donc la dernière brochure Éducation, médias, l'information du CLEMI national qui traite cette question aussi de l'information scientifique et aussi notre partenariat avec la Fondation Tara, Graines de reporters scientifiques, enfin l'éducation aux médias à l'information sur des sujets qui concernent la recherche et la science et des ressources qui seront mises à disposition aussi du réseau des cités éducatives. Je regarde Le une rideau va dernière se fois. baisser, on va finir Il par n'y a être plus de déconnecté. questions. Nous entendons Il n'y a dans plus de l'oreillette questions. que nous allons devoir clôturer. Donc un grand merci pour votre attention à toutes et à tous. Merci aux intervenants et à très bientôt.